Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Je vous présente Régis Labaume. Parle-moi donc 2 secondes, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Emmanuel, dans la côte de la Fabrique à Québec. Alors, Ici, on est en plein cœur du Vieux-Québec. et dans ce gris matin d'hiver, nous nous dirigeons vers l'Hôtel de Ville de Québec, qui est quand même imposant, hein? Il a de quoi concurrencer celui de Montréal. On n'a jamais mis les hôtels de ville dans la rivalité Québec-Montréal, hein? Non. Plein d'autres choses, mais pas ça. Bon. Alors, vous vous en doutez, en route vers l'hôtel de ville, on va rencontrer un politicien qui a marqué son époque, qui aura marqué son époque parce qu'elle n'est pas finie, le maire de Québec, Régis Labaume. Et on aperçoit une statue un peu mystifiante devant l'hôtel de ville. Moi, je trouve que ça ressemble à une potence, mais on demandera au maire ce qu'il en pense. Enfin, Régis Labaume, qui est un personnage absolument fascinant, qui est né à Roberval, je l'ignorais, qui a habité à Sept-Îles quand il était petit, grandi en banlieue de Québec et qui a finalement une carrière à l'image de l'histoire du Québec. Conseiller politique au PQ dans les années 80. Après ça, il a travaillé dans le secteur des mines, de l'amiante, des nouvelles technologies. Il a été consultant avant de se lancer en politique en 2005, échec. 2007, victoire éclatante pour succéder à la mairesse Boucher, faut-il se rappeler. Et il règne essentiellement en maître sur Québec depuis cette époque. Imaginez, il y a une de ces élections où il y a eu 80% d'appui. C'est presque communiste, tu sais, dans une ville qui est pourtant loin d'être réputée pour son gauchisme. Est-ce que c'est ta première fois dans la mairie de Québec? Non. Non, j'ai déjà interviewé le maire Labaume. Et là là. Dans une autre vie professionnelle, je me rappelle plus c'était dans quel contexte. Ou est-ce que je suis revenue avec Stephen Harper? Mon Dieu, je sais plus. J'en perds des bouts. Stephen Harper qui a beaucoup investi pour essayer de séduire... Pour essayer d'avoir Québec. C'est la tête de pont du Parti conservateur ici, hein? Ouais. Hey, mon Dieu, t'as aimé l'enfer? Hein, c'est parfait. Sur tes sœurs. Ça va bien? Ça va, toi? Je Très présente bien, Paul bien. Christian, je présente Bastien, Bonjour, mon réalisateur. Bienvenue. ça fait grand plaisir. Paul Christian Nolin, qui est le bras droit, l'attaché de... Presse, attaché politique. C'est ça. Depuis longtemps. Je Son suis en train de faire ombre, ma hein? 15e année. J'avais commencé avec Mme Boucher. Vestiaire, Mme Boucher. C'est ça ton titre, ombre du mal. Hein, c'est plus... Je suis pas certain. Non? À cause de l'écho? Non, à cause de lui mettre ses micros sur une table. Ah, OK. On est mieux dans son bureau? Parfait, mais on peut l'attendre. Mais ici. oui, c'est ça, on va l'attendre ici. Ça devrait pas être long. Il n'y a pas de souci. Oh! Ah. Ça sent bien. Bonjour, comment allez-vous? Merci de nous recevoir, M. Labaume, Bastien Gagnon La France, mon réalisateur. Ça va très bien. Ça va? Ça serait peut-être davantage autour de la table de votre bureau. Parce que je pense Ouais. il faut qu'ils mettent le... Il installe ses micros. Monsieur Labaume, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. je vous en prie. Vous avez été... vous êtes un phénomène politique dans la ville de Québec. Vous avez été élu, je disais en blague, en intro, presque avec des majorités communistes à une certaine époque. Oui, c'était stalinien, comme on dit. Oui, c'est aligné, exactement. Vous connaissez votre ville mieux que tout. Alors, maintenant, pour les gens qui nous écoutent,
Expliquez-nous le mystère Québec. Écoutez, on se crée des mystères Québec. Pourquoi on parle de mystère Québec alors qu'à un moment donné, on a élu des démocrates mur à mur? Alors, il n'y a pas de mystère là. On est rendu avec 2 élus Québec solidaire, donc il n'y a pas de mystère là. Aux dernières élections fédérales, on a élu des gens du Bloc québécois, des libéraux, puis des conservateurs. Donc, il n'y en a plus de mystère? La ville a changé? C'est parce que moi, je vous dirais que, en fait, c'est le reste du Québec qui est différent. Hein? En ce sens que de la rue Saint-Laurent aller jusqu'à Ottawa, c'est rouge sociologiquement de père en fils et de mère en fille. Alors, vous autres à Montréal, les gens de Montréal, c'est bleu d'un côté, rouge de l'autre, et ça a changé un peu dernièrement, mais ça a été comme ça pendant un quart de siècle. Nous autres, à Québec, on se donne le choix. On dit, courtisez-nous, puis on va vous dire si on trouve que ça a du bon sens. Alors, il y a moins de dogmatisme politique, malgré ce que tout le monde en pense, à Québec qu'ailleurs. Alors, on se dit plus conservateur, pas vraiment. Là, il y a des conservateurs qui ont été battus dans les élections ici. Alors, les gens de Québec, qui se laissent courtiser. La Rive-Sud est pas mal bleue, ça, il n'y a pas de doute. Mais dans le Québec métropolitain, on a élu toutes sortes de monde depuis 20 ans, 10 ans même, de toutes les couleurs. Et on se laisse convaincre. On n'a pas, de racines politiques, sociologiques ancrées, comme vous en avez de part et d'autre de la rue Saint-Laurent à Montréal, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre ville? C'est une vieille dame extraordinaire. Écoutez, la ville de Québec, surtout avec le tramway qui s'en vient, au pays, il n'y aura pas de ville plus attrayante que ça. Il n'y a pas de ville plus sécuritaire que celle-là. La beauté se compare facilement avec, je vous dirais, Vancouver et Victoria. Moi, j'habitais à Vancouver. On est une ville francophone en passant. L'air de rien, on est le dernier bastion francophone en Amérique. On vit en français ici, complètement. Et comme qualité de vie, c'est incomparable. Écoutez, on a eu 5 meurtres l'année passée, puis on est bien énervé. On remarque qu'il y avait des meurtres passionnels là-dedans, en majorité. Alors ça, c'était un autre genre de meurtre, mais ici, c'est une ville extrêmement sécuritaire. Et la sécurité, c'est devenu un diamant pour l'avenir. Là. Tenter de trouver une ville ou une agglomération de 800 000 personnes comme la RMR de Québec, aussi sécuritaire en Occident et même dans le monde, j'attends les réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez à Montréal? On pouvait envier leur club de hockey, mais c'est moins sûr cette année, là, mais... Excuse, Jeff Monson. Non, écoutez, il y a l'aspect très urbain de Montréal. Moi, j'aime l'urbanité. Alors, mais Québec, on a des coins maintenant qui sont très urbains. Hein? Et de plus en plus, ça se passe dans la Basse-Ville. Ça se passe dans Saint-Roch, où moi-même maintenant j'habite. Ça se passe dans Saint-Sauveur, ça se passe dans Limoilou. Alors, on a une belle urbanité qui est moins dense que Montréal, mais on a une urbanité qui ressemble à notre genre de ville. Une espèce d'urbanité tranquille où il nous manque rien et où on n'a pas les désagréments des métropoles. Alors, je dis toujours, on est un genre de ville, mais c'est sûr que c'est pas aussi urbain qu'à Montréal. Alors, si tu veux vivre de façon très urbaine, c'est Montréal. Une urbanité correcte, là, c'est Québec. On parle beaucoup au Québec, que ce soit dans les débats sur la laïcité, sur la langue, sur tous les enjeux identitaires. Mais c'est comme ça au Québec, mais c'est comme ça partout ailleurs au Canada, qu'il y a un gouffre qui se creuse entre les villes et les régions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, pour le Québec dans son ensemble? Oui, je suis inquiet parce que le gouffre, il s'élargit, le gap s'élargit. Vous le voyez, vous, s'élargir? On le sent, oui, entre Montréal et le reste du Québec. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est certain. Oui, je suis inquiet parce que il va falloir qu'on résout ça un peu. Ce n'est pas un problème. C'est juste que, regardez le résultat des dernières élections, il n'y a rien de plus éclatant en termes de définition sociologique de ce qu'est le Québec actuellement. Vous avez l'île de Montréal qui a voté pour 2 partis, un parti de gauche et pour le Parti libéral. Et le reste du Québec a voté pour la CAQ. Non, il y a un gap extraordinaire. Et je ne sais pas si... Quel danger ça pose? Hein? Bon, écoutez, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger extrême.
C'est juste que vous aurez deux mondes. On est en train de créer deux mondes différents. Et ça, c'est jamais souhaitable dans une société. Et moi, je dis toujours, à Montréal, faites attention. Conservez le français. Le danger, il est là, sur le français. Mais on est devenu gêné de protéger le français. C'est comme si on avait peur d'être accusé d'être raciste, Montréal, d'être fermé, effectivement, vous avez raison. Montréal, les gens, les dirigeants, au total, tout parti confondu, à tout niveau confondu, ça semble être off de protéger le français. Grande erreur. Très, très grave erreur. Très grave erreur. Alors, nous, à Québec, au contraire, à Québec, ici, c'est français de mur à mur. C'est plus facile de protéger le français à Québec qu'à Montréal. Oui, mais on en parle. Les politiciens ne parlent plus de la langue française, de la culture française. C'est off. Ça marche pas, ça. C'est pas correct. C'est dangereux. C'est anormal. Quand ta culture première, quand la culture française, la langue française est devenue quasiment un épiphénomène, ça marche pas, là. Et c'est là que le fossé s'élargit entre Montréal et le reste du Québec. Alors, et ça, le problème fondamental, c'est qu'on n'a pas suffisamment protégé la langue française à Montréal. Je suis convaincu. Moi, c'est clair pour moi. J'ai la chance, moi, d'être un spectateur qui aime Montréal, qui aime beaucoup Montréal, mais qui vient de l'Est du Québec, où je suis entre les deux. Et donc, mon observation, c'est ça. Et c'est pas une bonne idée, ce qui se passe. Honnêtement, c'est pas une bonne idée. Tu peux pas nier le fondement de la culture française ici. Et ça n'a rien à voir avec l'immigration, pas du tout. Parce qu'on fait souvent le lien entre les deux. Non, mais c'est à nous autres à être exigeants envers les immigrants quant aux Français. C'est à nous autres à être exigeants. Ces gens-là, ils vont l'apprendre, le français. C'est nous qui collons la chotte, là. Alors, c'est pas on fait rien de mal à ces gens-là. On va pas les maltraiter. On leur dit, vous apprenez le français. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Mais on n'a pas été rigoureux là-dessus. On n'a pas été rigoureux là-dessus des dernières années. Puis on peut pas leur demander, ils sont pas responsables de ça. C'est nous qui sommes responsables de ça. Ce sont les dirigeants au Québec qui sont responsables de ça. Puis ça élargit le gap, passez-moi l'expression, entre Montréal et le reste du Québec. Et il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, vous êtes né à Roberval, vous avez grandi à Sept-Îles aussi. C'était quoi votre vie quand vous étiez enfant? Ben, c'est un peu l'histoire d'une partie du Québec, les grands travaux au nord. Moi, je suis né à Roberval. Ma mère vient d'un petit village qui s'appelle Girardville, très au nord, le dernier au nord du Lac-Saint-Jean. Mon père était un mécanicien qui a travaillé des établissements automobiles au lac, a fait un peu de syndicalisme, a été barré dans les garages du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et qui, dans le fond, puis a été sa Côte-Nord, où il y avait des grands travaux. Alors, il a été camionneur lors de la construction du barrage de Manic 5. Ensuite, tu sais, c'est Shefferville, c'est Labrador-Cité, c'est Sept-Îles. Vous avez habité partout dans ces places-là? Non, moi, on a déménagé à Sept-Îles, mais mon père, lui, a vécu cette période-là des grands travaux. Et ça lui a permis de gagner sa vie. Éventuellement, le rêve, chez nous, quand on habitait Sept-Îles, le rêve, c'était de vivre à Québec. Alors, il a réussi à se faire transférer, puis pour lui, le bonheur était à Québec. Alors, la capitale de l'Est du Québec, c'est la ville de Québec. Et c'est un rêve profond, et il l'a réalisé d'habiter à Québec. Donc, vous étiez prédestiné à être maire de Québec. Ouais, mais honnêtement, c'est tout un honneur pour un gars comme moi. Là, moi, quand j'étais un peu jeune au lac, mais quand je vivais à cette île, tu sais, Québec, c'était gros, là. On lisait le soleil. Moi, j'ai appris à lire avec le soleil. Hein. Puis quand je suis déménagé à Québec, nous autres, on a habité le premier HLM à Québec. Alors, c'était pas si prédestiné que ça, là, tu sais. Mais c'était gros, le maire de Québec. C'était vraiment gros. Je me souviens d'une photo du maire de la Montagne avec son capucha qui ouvrait le carnaval de Québec. Il est donc bien important, ce gars-là. Ça m'avait... Puis je l'ai dit au maire de la Montagne, comment il décide, il dit, l'image que j'ai, ça m'a tellement impressionné. Alors, le maire de Québec... Maire de Montréal, c'était important, mais la maire de Québec, c'est la capitale. On tombe dans un niveau de noblesse, Château-Frontenac. Il y a un environnement là-dedans
quasiment du sang bleu, là. On le sentait quasiment comme ça à l'époque, nous, les gens de l'Est du Québec. L'avez-vous senti, cette fierté-là, quand vous avez été assermenté, maire? Ah, j'ai trouvé ça difficile. Écoute, ils m'ont dit, c'est un peu très cérémonial. Puis là, ils m'ont déclaré 37e maire de Québec. J'étais sur la veille de flancher, là. Vous étiez ému? Ah, c'était incroyable. Incroyable. La Beaume, 37e maire de Québec, pour un gars de l'Est du Québec, pour moi, ce que j'ai vécu étant jeune, là, c'était tellement émouvant. J'ai résisté, mais c'était très difficile. Vous avez l'air en forme. Ça va mieux, votre santé? Oui, ça va mieux, oui. Ça va mieux. Est-ce que ça vous a changé, le cancer, la maladie? Je ne sais pas encore. Non? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Je ne sais pas quel effet que ça a eu. J'ai pas eu de moment, de période très existentielle, pour être très honnête avec vous. Tu sais, moi, je gère ces affaires-là. Non. On a un problème, on gère. Alors, j'ai géré le cancer. Mais comme je suis toujours en retard dans mes sentiments, ça va peut-être... peut-être dans 6 mois, je m'en apercevrai. Non, écoute, je sais pas. Écoute, il y a pire que ça, première chose. Faut pas vérifier que ça. Là. Il y a beaucoup pire que ça. Mais ce qui m'a étonné, c'est la fatigue. C'est vraiment ça. J'en reviens pas encore. Je pensais pas que ça se pouvait, là, d'être fatigué, puis de se traîner, puis de... C'est long. Puis, à un moment donné, l'anesthésie, hein, j'ai eu un mois et demi, ça venait plus vite. Ça venait plus vite, là. Puis je m'inquiétais un peu. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau a-t-il ramolli? J'étais inquiet maintenant. Mais ça s'est mis revenu. C'était normal, mais je pensais pas que j'étais nécessairement normal. Alors, je suis platement normal. Alors, c'est tout l'effet de la faiblesse qui m'a étonné, là. Est-ce qu'il y a des choses qui comptent plus pour vous maintenant? Des choses qui comptent plus pour moi maintenant, je suis pas encore rendu là. Je suis pas encore rendu là. Non. Mais c'est sûr que c'est tout un avertissement quand même. Tu sais, le milieu politique, on dira ce qu'on voudra, c'est toxique, là. Hein? Ça doit avoir des conséquences quelque part. Il y a une dame qui était, il y a très longtemps, présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Francine McKenzie, puis ça fait longtemps, elle avait dit, elle est décédée du cancer, et elle avait dit, je suis convaincu que le cancer nous atteint lorsqu'on est vulnérable. Puis j'ai toujours pensé que c'était pas bête. Alors, il y a quelque chose ça vient jouer dans les synapses, puis ça doit rentrer quelque part, par exemple, dans une prostate. Alors, il y a de ça dans tout ça. Alors, c'est sûr que l'environnement... C'est difficile de faire des politiques aujourd'hui. C'est toxique, c'est compliqué. C'est toxique? Ah, c'est toxique, oui, c'est toxique. Mais vous aimez ça, pourtant? Hein? Bon, moi, j'aime bâtir. Ça donne bien. Alors, pour balancer ces toxiques, c'est l'appréciation, de la jouissance de bâtir des choses. Tu sais. Il faut que ça soit ça. Autrement, Qu'est-ce qu'il y a de toxique? Ben, c'est parce que là, les plateformes médiatiques de toutes sortes se multiplient. Ça cogne dur, là. Ça cogne dur. Ça cogne dur. Ça cogne dur sur Internet. Ça cogne dur. Tous les morons de l'univers sont capables de vomir sur toi pour avoir de l'air intelligent, tu sais. Alors, même si tu ne le lis pas, tu as une famille, tu as un entourage qui, par exemple, peuvent le lire. Et ça, tu le sens, là, ça transcende dans ton entourage. Tu es toujours atteint par ça. Alors, aujourd'hui, la politique, c'est toxique. Beaucoup plus qu'avant. Je le pense. En vous entendant, vous savez qu'il y a des gens qui vont dire « Régis Labombe dit que ça cogne dur ». Vous aussi, vous avez cogné dur à une certaine époque. Là. J'en ai sorti des vertes puis des pommures, là. Je veux dire... Mais écoutez, dans ce métier-là, là, si tu cognes pas, si t'es pas l'attaque, t'es mort. Alors, si... Vraiment? Oh, c'est dur aujourd'hui d'être au-dessus de la mêlée puis de philosopher, là. Ça cogne tellement de partout que si tu veux développer des projets, là, comme je l'ai fait, là, par exemple, tout le transport structurant, ici, il faut que tu cognes dur. Sinon, tu vas te faire frapper. Alors, il faut que tu sois à l'attaque. Il faut t'expliquer, mais il faut que tu sois à l'attaque. Tu peux pas
être sur la défensive. En tout cas, moi, je suis pas fait de même, c'est sûr que ça aide pas, là. Mais sinon, t'es mort. Si tu te laisses faire, t'es mort. T'es mort. Alors, tu peux gérer à la petite journée, là, mais moi, je suis pas en politique pour ça. J'ai une vision de Québec, je sais où je veux l'amener. On a des choses à bâtir, mais bâtir aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez un style qu'on a décrit comme étant autocratique, dictateur, Oui, mais je sais pas, là, Oh, mais ça, c'est autoritaire. c'est parce que je m'occupe de mes affaires. Tu sais. Vous n'avez pas de regrets là-dessus, là? Pas en tout. On est le gouvernement municipal qui a le plus consulté dans toute l'histoire de la Ville de Québec. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand les gens sont à bout d'arguments, ben ils sont sur les épithètes. On les laisse aller, puis bon, en même temps, les médias aiment ça, fait que c'est sexy. Mais honnêtement, je m'en balance, mais complètement. Là. Moi, l'important, c'est le résultat. Je vais-tu avoir un tramway, oui ou non? J'ai-tu un amphithéâtre, oui ou non? Est-ce qu'on a aménagé la ville, oui ou non? Est-ce qu'on va avoir un Odless, oui ou non? C'est le résultat qui compte. Puis aujourd'hui, les finances des villes sont complètement transformées parce qu'on a travaillé fort, on s'est battu sur les fonds de pension, les régimes de négociation dans le secteur municipal. On a fait des grosses batailles, mais ce qui fait que dans l'avenir, les villes vont avoir des finances en santé, c'est probablement grâce aussi à ces batailles-là. Mais ces batailles-là... Oui, mais est-ce qu'il valait la peine de traiter les syndicats de fourreurs des régimes, par exemple, tu sais? Oui, mais là, je suis tout au début, tu sais. OK, vous êtes plus calme. Le registre colérique a pris sa retraite? Non, ça serait mentir, là. Oh, le fourreur de système, ça a marqué tout le monde. Ça a marqué l'imagination de tout le monde. Alors, c'est ça. Je l'ai dit, je l'assume. Parce que là, vous avez fait carrière, donc vous faites de la politique quand vous êtes jeune, vous êtes dans le secteur minier, les nouvelles technologies, vous avez une carrière dans le secteur privé qui est florissante. Puis pourquoi finalement vous dites je me relance en politique? Ben, je m'étais jamais lancé en politique. J'étais un second, moi. Mais vous aviez essayé de vous faire élire en... Oui, j'étais battu. Oui, c'est ça. J'étais battu. D'ailleurs, je le méritais, là, parce que j'ai pris ça de haut un peu, là. Au provincial, vous avez provincial, été... oui, j'ai été battu. Puis je le méritais, honnêtement. C'est en quelle année, ça? C'est à l'époque de M. Bouchard. OK. Alors, on voulait que je me présente. Je me suis présenté, puis j'étais gêné d'aller cogner aux portes. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Je méritais d'être battu. Ça m'a donné une bonne leçon, d'ailleurs, d'humilité. Mais maire de Québec, c'est pas pareil. Là. La Ville de Québec, la mairie de Québec, c'est quand même... C'était-tu un rêve? Caché? Ou... Quelque part, oui. Alors, ouais, absolument quelque part. Quand j'y ai pensé par après, oui, c'est évident. Étant ce que je suis, je me vois mal sur la colline parlementaire ou au fédéral à faire affaire avec toute la faune journalistique. Là. Je serais viré fou. Là. Ah oui? Non, ça aurait fini à coup de claque sur le nez. Là. Non, je suis pas capable. Pourquoi? Parce que je suis trop malin. Alors, j'étais bien ici à Québec. Vous feriez pas un bon politicien fédéral ou provincial? Non. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Ah non? Non. Pas capable. Puis, tu sais, et je suis patron en passant. C'est ce que j'aime aussi, d'être patron. Alors, je peux faire ce que je pense qui est la vision. Je travaille avec mes collègues, on la partage. Mais je ne serais pas capable de faire autrement là, ailleurs. Là. Je suis patron au Québec, ça fait mon affaire, j'applique ma vision, puis on réalise des choses. Le directeur général est deux étages au-dessus, c'est à l'hôtel de ville. Mon bureau est toujours ouvert. Il entre quand il veut. Moi, je m'en vais chez eux, j'entre quand il veut. Puis quand j'arrive, il y a un problème, notre trottoir dit « Peux-tu régler ça pour dans 2 jours? » Ça se fait. Puis quand on fait des plans, ici, tout le monde se parle. Alors... la grosse machine du gouvernement, là, non, ça vous rendrait fou, ça. Ici, elle est véloce, on l'assouplit, ça marche. Les gens savent qu'ils ne se feront pas frapper s'ils ne réussissent pas une initiative, s'ils la partagent avec nous. Je vous dirais que la Ville de Québec, on a 5 000 employés à temps complet. Là. C'est aussi bon, on est rendu en termes de gestion aussi performant qu'une grosse entreprise de 5... Parce qu'on est une bureaucratie, là, mais une entreprise de 5 000 employés, c'est aussi une bureaucratie. Et on est aussi performant qu'une entreprise privée de 5 000 employés. Parce qu'on a dit de vous que vous étiez un meilleur
visionnaire qu'un administrateur, tu sais, genre du pain et des jeux, là, tu sais, genre, donc on organise, on fait une vision, on fait des festivals, on fait des choses, tu sais, on redonne une fierté à Québec, mais que le côté gestion, c'était plus controversé, c'était plus difficile. Vous acceptez pas cette critique-là? Ben, ils ne savent pas compter, ceux qui disent ça, c'est parce qu'écoutez, on est rendu qu'on rembourse notre dette, on est les gens qui ont le moins taxés au Québec. Non, c'est tout le contraire. Au niveau de la gestion, c'est tout le contraire. Mais on s'est donné un plan, on l'a suivi depuis. On a un plan qu'on suit depuis 11 ans, 10 ans. Un plan financier qui fait aujourd'hui qu'on est en train de rembourser la dette, puis qu'on taxe à l'inflation. Il n'y a pas de villes qui font ça. Alors, je savais où je m'en allais au point de vue gestion, puis j'embauche les meilleurs. La preuve, le directeur général de la ville, c'est un gars qui ne voulait pas longtemps être chou ministre des Finances. Alors, j'engage les meilleurs, je les paye, puis je leur dis, on s'en va par le bas, puis ils gèrent. Alors, non, en termes de gestionnaire, écoute, la ville, là, nous autres, là, c'est un succès, là. C'est un succès. Pour le reste, pendant qu'ils gèrent, puis j'ai donné les orientations, on développe. Une ville, ça se développe, une ville, ça se vend. Puis on est en compétition parce que ce qu'on a besoin, nous autres, c'est des humains pour venir travailler chez nous. On a un problème de ressources humaines. Alors, il faut rendre la ville attrayante. Moi, je dis toujours, je l'ai répété, ça fait 12 ans que je le répète, ce qu'on va faire là, ce projet-là, là, est-ce que ça va aider le couple de la Polytechnique à choisir Québec comme lieu de vie et lieu professionnel? C'est la promenade Samuel de Champlain, oui, ça va aider. Tout ce qu'on fait dans l'aménagement du territoire, oui, on fait. On bâtit la ville en fonction des valeurs des plus jeunes. Moi, à 63 ans, on ne bâtira pas une ville en fonction du maire de 63 ans. Il faut s'occuper des personnes âgées parce que c'est une ville qui vieillit. Mais la question, c'est comment on attire les cerveaux ici, les jeunes ambitieux avec leurs valeurs. Alors, on bâtit la ville en fonction de ce monde-là. Le plan, depuis 12 ans, c'est exactement ça. Alors, quand on a un amphithéâtre, quand on a un tramway, quand on a un anneau de glace, quand on a Samuel de Champlain, quand on a tout ça, c'est fait en fonction de ces gens-là parce que ces gens-là veulent ça. Et donc, notre objectif, c'est de rendre la ville attrayante pour ces gens-là parce qu'on est une ville qui vieillit plus rapidement qu'ailleurs et donc, il faut vraiment attirer des gens. On dit souvent que dans le monde hyper mondialisé, où les leviers de pouvoir sont dans une économie qu'on peine à comprendre et à saisir. Et à contrôler. Que le politique n'a plus le pouvoir qu'il avait pour changer et améliorer la vie des gens. Ben, les États nationaux sont maintenant transnationaux. L'économie mondiale est gérée par peut-être 50 personnes dans le monde. Les gens qui sont riches sont très riches. Les gens qui sont pauvres sont très pauvres. Et c'est tellement interrelié, les économies sont tellement interreliées que les États nationaux et les dirigeants des États nationaux ont de moins en moins de poignées sur tout ça. Et le niveau où tu as encore une poignée sur ce que tu fais et sur l'existence des gens, c'est le niveau municipal. Alors, nous autres, on emprunte, on connaît le marché, mais tu sais, alors, et de plus en plus, d'ailleurs, je vais vous dire, les maires des grandes villes, parce que on se parle, les grandes villes, en Europe, aux États-Unis, au Canada, on partage nos misères, puis on partage nos succès, on est généreux entre nous. Puis souvent, on regarde les élus des autres niveaux, puis ça nous désole beaucoup. Parce qu'on sent qu'ils n'ont pas la capacité d'être hands-on, hein, vraiment. C'est compliqué, parce qu'ils ont... leur pouvoir s'effrite de plus en plus dans une économie mondialisée. Alors, on regarde ça, nous autres, en disant, tabarouette, ça s'en va où, hein? Par rapport à nous qui est dans le quotidien. Moi, tu sais, j'arrive le matin, normalement, je fais une demi-heure d'égout chaque jour, là. Non, mais c'est vrai. Comment? Une demi-heure d'égout? Ben non, mais les tuyaux existent, puis, tu sais, je dis toujours, moi, quand t'es maire d'une ville, tu fais une demi-heure d'égout. Alors, pour la grosse tête, ça règle le problème. Et, mais tu sais, en même temps, je m'occupe du diamant, Robert Lepage, une demi-heure d'égout. Ensuite, c'est le tramway. Ensuite, c'est de la culture aux canalisations, au sport, aux loisirs, aux infrastructures, à l'aménagement du territoire. Quelqu'un qui a un déficit d'attention comme moi, c'est extraordinaire. Ça me nourrit énormément. Parlons-en de votre tramway. Oui. Vous avez lancé ce projet-là, écoute, c'est en 2010? Ben, l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre. Celui-ci, là. Mais ça fait 10 ans que vous parlez d'avoir un tramway à Québec. Travaille, ouais. Comment
ça se fait qu'on est dans un pays, une province, où ça prend 10 ans développer et faire approuver, là, il n'est même pas construit votre tramway, là, un projet d'infrastructure? Le pire, savez-vous quoi? Vous avez raison, là. Moi, j'étais impatient, mais tu regardes ailleurs, puis ça prend quand même autant de temps. Je vous dirais qu'ailleurs, la volonté de financer du transport collectif est plus élevée en Europe. Ça, c'est accepté généralement. Ici, c'est pas évident parce qu'on a du pétrole dans le sang, on est des Nord-Américains. Mais au total, ça prend autant de temps ailleurs. L'acceptabilité sociale est plus lente ici qu'ailleurs, il n'y a pas de doute. Que même les États-Unis en passant, là. Alors, ici, c'est la volonté des gouvernements, la vision des gouvernements. Là, il faut enligner 3 visions. Il faut enligner le municipal, il faut enligner le provincial, puis il faut enligner le fédéral. Mais écoutez, vous avez autant de niveaux de gouvernement en Europe, là, tu sais. Faut pas trop s'en faire avec ça. En Europe, vous avez la ville, la commune, la région, le gouvernement. C'est partout comme ça. La seule différence, c'est le fait que le transport collectif en Europe est devenu nécessaire il y a bien plus longtemps, pour des raisons évidentes. Alors ici, les gouvernements, quant à leur vision et leur volonté, ont été plus lents. Et ça fait en sorte qu'évidemment, l'acceptabilité sociale est plus lente aussi. Parce que, vous savez, le tramway, on le fait pour l'avenir. Parce qu'on sait où on s'en va. Il y a un mur qu'on va atteindre de manière en termes d'utilisation de l'automobile dans la ville. On va atteindre un mur. On le fait pas nécessairement pour aujourd'hui, on le fait pour demain. Alors, quand tu fais des choses pour le lendemain, c'est plus compliqué. À Montréal, vous le faites parce que vous en avez besoin aujourd'hui. À Montréal, vous avez des besoins qui sont immédiats. Québec, c'est plus pour demain. Alors, c'est plus compliqué un peu parce qu'on sait, nous, notre vision, on sait où on s'en va, on sait qu'on va frapper un mur. Alors, on tente de voir 2-3 coups d'avance. À Montréal, le problème est actuel. À Québec, le problème, évidemment, il n'y a aucune comparaison en termes d'acuité. Hein? Alors, c'est de vendre la vision de l'avenir. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Qu'est-ce que vous répondez aux gens? Puis ça, moi, je l'ai entendu souvent, là, qui disent « Ça n'a pas de bon sens, payer 3 milliards pour un tramway dans une ville la taille de Québec, quand construire un TGV entre Québec et Montréal, ça en coûterait 5. » Ça ne coûterait pas 5 milliards en TGV entre Québec et Montréal, ils ne savent pas compter. OK, mais... Ils savent pas compter. Donnez-moi le nom de la personne qui a dit ça que je... OK, mais qu'est-ce que je lui dis sur elle. Mais que ça coûte trop. 3 milliards pour une ville de 800 000 habitants, c'est fou braque. Oui, mais c'est parce que je vous le dis, on sait où on s'en va, là. Nous, on sait où on s'en va, puis on sait qu'on va frapper un mur. Alors, Montréal a besoin des milliards d'investissements en transport collectif. Si Montréal l'a pas, il y a des raisons, mais c'est pas parce que Montréal est dans le trouble qu'il faudrait qu'on soit tous pareils avant de travailler pour l'avenir. Je vous le dis comme je le pense. Montréal, ça n'a aucun sens actuellement. Valérie a raison. La priorité de Valérie, c'est le transport collectif, et elle a raison. Alors, vous avez besoin à Montréal de REM, de tramway, de nouvelles lignes de métro. Vous avez tout besoin. C'est un désastre. Et Valérie a totalement raison. On n'est pas obligé de se rendre là, nous autres, avant de bouger. Alors, quand on compare Québec à Montréal a beaucoup de trafic. Ben, c'est son problème. On n'attendra pas ça, nous autres. Comprenez-vous? Alors, puis l'autre affaire à mener, l'environnement, il va falloir y penser. Là. Moi, je pense sincèrement qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'on atteint des limites. Alors, une voiture, c'est une voiture. Du CO2 qui sort d'une voiture à Montréal ou à Québec, c'est le même CO2. Puis il n'est pas au-dessus de Montréal puis au-dessus de Québec. Il fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Alors, on fait partie, nous autres, de l'ensemble de l'œuvre aussi, puis il faut qu'on fasse partie de l'ensemble de la vision. Alors, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans le trouble comme les gens de Montréal avant de bouger. Nous autres, je vous le dis, on sait ce qui s'en vient, puis on travaille pour l'avenir. Le troisième lien, c'est un peu antinomique, là. Non, la nouvelle mouture est correcte. De toute façon, M. Legault a promis un tunnel. Bon. Puis, visiblement, il est bien décidé de tout remplir ses promesses. Nous autres, on était contre le projet de l'Est. On pensait que ça n'avait aucun sens. Ils nous sont arrivés il y a quelques jours avec un projet du centre de Lévis au centre de Québec, tout ça accroché après notre tramway.
Fait que ça rend ça... Non, non. Vous êtes capable de vivre avec. Non, c'est parce que c'est intelligent. En tout cas, moi, OK. qui promeut le transport collectif, c'est intelligent. Alors, j'ai plus de clients qui viennent de Lévis, je vais en avoir plus de Québec. C'est cohérent, c'est intelligent. Alors, à partir de là, je suis d'accord, sachant qu'ils veulent creuser un tunnel. Alors, s'ils sont pour creuser un tunnel, moi, je vais prendre celui-là. L'autre, je te compte, parce que celui-là, il vient s'accrocher, il va y avoir du transport collectif, puis il vient s'accrocher à notre réseau. Ça, c'était brillant. Puis on sait que ce nouveau projet-là, l'effet sur l'étalement urbain sera minime à côté de l'autre, ce qui était projeté ailleurs. Parce qu'on tombe dans le milieu urbain là-bas. Alors, tu peux pas... Il y a des limites à faire l'étalement. Tu n'auras pas beaucoup de place pour faire l'étalement. Alors, nous autres, au total, selon nos conceptions des choses puis nos convictions, on est d'accord. Vous avez 63 ans. Vous avez dit en début d'entrevue que la politique, c'est toxique. Vous avez déjà aussi dit que ça tue la famille. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Non, il n'y a pas de solution à ça. C'est la fatalité. Ça ne donne rien de penser que... C'est dur, puis c'est dur pour beaucoup de monde. Là. Alors, je crois pas à ça. Vous croyez pas à tout ce discours sur il y a moyen de transformer la politique pour attirer les jeunes, conciliation? La politique, c'est pas un métier, c'est un genre de vie. La politique, c'est pas un métier. Là. Tu fais pas ça 5 jours par semaine. Moi, ça fait 12 ans, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est un genre de vie, c'est un rythme de vie, c'est une vie. Ta vie n'est pas en dehors de la politique, c'est s'illusionner. Surtout pour un gars comme moi qui... Moi, je suis à Québec à 7 jours par semaine. Je ne m'en vais pas à Ottawa 5 jours, à Québec pendant 5 jours. Moi, je suis à la journée longue ici. Là. Moi, je vais à l'épicerie, je me promène dans la rue, je marche. Je vis ça à la journée longue. Là. Alors, puis... c'est la fatalité, c'est le même. Le choix, il faut que tu fasses, c'est de le vivre. Il faut le faire avec... Si les gens vont en politique sans vision, ils vont souffrir. Moi, quand je rentre le matin ici, de la première journée jusqu'à ce matin, je sais exactement pourquoi je rentre. Est-ce qu'on peut être un bon politicien? Vous avez 3 enfants. Est-ce qu'on peut être un bon politicien et un bon père de famille? Oh, je suis pas bien équipé pour parler de ça. Tu fais ce que tu peux, puis la famille est couple, là. La famille est couple, il n'y a pas de doute. C'est difficile, c'est très difficile. C'est quoi un bon père de famille dans votre tête? Un bon père de famille, c'est le lien constant, je pense. C'est d'avoir le lien constant. Puis ensuite, bonne chance. Une fois que tu as le lien constant, si tu réussis à avoir un lien constant, bonne chance pour le reste. Mais je pense que c'est d'être capable de tenir le lien quoi qu'il advienne. Puis politicien ou pas, tout le monde a ces défis-là avec leur enfant. Alors, quelle que soit ta situation professionnelle ou ta situation personnelle, avoir la capacité d'avoir un lien continu avec tes enfants, c'est important. C'est déjà tout un défi. Alors, moi, je pense qu'une réussite, c'est ça, là. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez leur léguer à vos enfants? Ils vivent tous les 3 ici à Québec. Quand ils auront pu vivre le côté détestable de la politique, j'aimerais ça qu'ils soient fiers de l'œuvre. Je veux qu'ils soient fiers de l'œuvre. C'est ça, mon souhait, c'est ça. Puis honnêtement, ça donne bien dans tout ce que je fais. Je pense si je réussis, je réalise ce que je veux faire. C'est un objectif pour moi que mes enfants, puis ils font partie de la clientèle visée, là, hein, à l'âge qu'ils ont. J'aimerais ça qu'au lendemain, ils soient fiers de l'œuvre. De ce que leur père, pas de leur père, mais de l'œuvre, de ce qui a été réalisé par leur père. C'est vraiment mon souhait. Si je réussis ça, on fait un bon bout. Un bon bout. Et là, j'ai quelques mots. Je veux pas vous poser de questions. Je veux juste que vous me disiez ce qui vous vient à l'esprit, OK? C'est un fameux concours-là, allez-y. Non, mais... Au bonhomme pendu, on joue au bonhomme pendu. C'est ça, la culture. C'est Québec. Pourquoi? Parce que Québec, c'est la culture, c'est l'économie de l'avenir.
c'est la façon moderne avec l'innovation technologique de changer le profil d'une communauté, d'une ville. À Québec, on est en train de le faire. On a les deux. On a l'innovation technologique qui existait déjà. Alors maintenant, nous autres, on parle de technoculture. C'est vraiment l'objectif ici. Les Nordiques. Ça va se faire, tabarouette. Comment? Ça va Vous se y faire. croyez pas encore? Ben oui, j'y crois encore. Vraiment? Ben oui. Ben oui, j'y crois. Ça va se faire. Qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes là? Parce qu'il n'y a plus grand monde qui y croit, là, on s'entend. C'est bon, on va en surprendre plusieurs, mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est pas vous n'êtes pas comme un Don Quichotte qui court après les... Non. Non, il y a des raisons, ça ne donne rien que de vous les expliquer. Il y a des raisons d'affaires et des raisons économiques. Mais vous y croyez encore? Ah oui, absolument. Je sais qu'il y a des sceptiques qui vont entendre ça. Alors, allô les sceptiques, je vous comprends, mais ça va arriver. OK. Clotaire Rapaille. On l'a moffé. On l'a moffé d'aplomb. Mais quel menteur! Un incroyable menteur. Parce que quand même, il est étudié dans les départements de communication, dans les universités québécoises. Faut le faire. À le roi de l'illusion. Hein. Il y a quelque chose, là. Vous en riez maintenant, mais sur le coup, elle était pas drôle. Jusqu'à temps que quelqu'un découvre qui était ce qu'il était, là. Tout le monde disait « Wow! Clotaire Rapaille s'en vient à Québec. » Tout le monde a oublié ça, là. Hein? Tout le monde dit « Ah, les communicateurs disaient « Oh, Clotaire Rapaille s'en vient à Québec. C'est formidable! » Alors, tout le monde s'est fait avoir, pas juste nous autres. Faites le tour des départements de communication de toutes les universités québécoises. Mais ça a failli miner votre crédibilité comme maire tôt dans un mandat, là, oui, ça. c'est sûr. J'en ai mangé de maudite. Mais les gens... Je pense que les gens, tu sais, ont pris ça comme une erreur de débutant. Puis à la fin, le monde en riait, là, à part mes adversaires politiques qui rôdent encore là-dessus. Ils m'ont dit « Oh, monsieur le maire, vous vous êtes fait avoir. » Puis ils trouvaient ça quasiment drôle. Là. C'était tellement ridicule que les gens en riaient. Là, Le racisme. Dégoûtant. Il n'y a rien de plus dégoûtant, de plus vil dans la vie que le racisme. Puis quand vous avez adopté un enfant en plus, là, ça vient vous chercher dans le fond de l'estomac, ça vous rend fou. On a senti cette réaction-là chez vous quand il y a eu les attentats de la mosquée. Ouais. Moi, j'ai vu un maire, la bombe, changer. Ça vous a changé comme ça maire? m'a fait mal. Non, c'est venu... Comment traiter différemment un individu parce qu'il n'est pas de ta couleur, de ton sexe, de ton orientation sexuelle ou de tes croyances religieuses, c'est tellement absurde. Absurde. C'est là que ça rentre pas. Je le comprends sociologiquement, ce qui fait que des gens... Pourquoi des gens réagissent comme ça? Mais pour moi, c'est absurde. C'est au niveau théorique. Dans l'absolu, ça ne fait aucun sens. Et humainement, c'est cruel. Tu n'as pas le droit de traiter les gens différents pour ces raisons-là. Ça ne se peut pas, tout simplement. Tout simplement. Pourtant, on vient de célébrer le 3e anniversaire. Puis finalement, ça a été marqué par des messages haineux sur la page Facebook du premier ministre. Puis là, le réflexe, c'est toujours de dire, c'est des cas isolés. Au Québec, on n'est pas raciste. Oh, mais en même temps, on n'a pas peur d'avoir une discussion. Il y a des morons qui, à jour des langues, qui sont devant leurs ordinateurs en bobette dans le sous-sol de leurs parents, puis qui ont 32 ans. Là. Il y en a encore de ça, tu sais. Puis qui fait qu'il existe parce que maintenant, il y a Internet. Oui, il y a des caves dans la vie. Ça existe. Il y a des morons, puis il y a des caves. C'est juste que maintenant, il y a une tribune, puis même tous les médias respectés, hein, les font passer sur leur fil. Hein? Comment ça se fait que Radio-Canada laisse passer ça sur ses fils, une télévision d'État ou une organisation d'État comme ça laisse passer sur son fil les messages de ces morons-là? Il faut que tout le monde se pose la question. Là. C'est bien beau de dire qu'ils sont morons, mais il y en a d'autres qui sont accueillants en tabarouette pour les morons. Là, et des organisations respectables. Alors, il faut se questionner. Puis vous croyez pas, vous, que l'environnement radiophonique, médiatique, contribue à une forme de xénophobie, de rejet de l'autre? Vous voulez dire à Québec? Oui.
À Québec, premièrement, Radio-Canada est le premier. Puis le deuxième, c'est pas un des deux radios qui se disent parler. Là. Alors, dans le Québec central, c'est deux autres postes de radio qui sont les premiers. Alors, ça a bien changé. Maintenant que leur antenne se rend jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce et la Trois-Rivières, moi, j'ai plus rien. Moi, je suis à Québec. Mais il n'y a pas de barrière géographique pour les Morons. Hein. Ils viennent de partout. Comment on fait pour lutter contre ça? C'est très complexe, moi. Le dirigeant de Facebook veut pas bloquer des messages haineux ou des publicités haineuses. Ça part mal. Il faut légiférer. C'est juste que les politiciens ont peur de ces organisations-là, ont peur du GAFA pour leur réélection. Alors, c'est pas drôle, là. On tombe dans la pleutrerie. Ça existe-tu, ce mot-là? Chez les pleutres. Dans l'univers des pleutres. Dernier mot, le populisme. Faisons attention à ça, là. Parce que le populisme, il y a un côté vil au populisme, puis l'autre côté, c'est on a-tu le droit d'être aimé par le monde. Ça, c'est rendu... Vous considérez-vous un peu populiste? Oui, je suis un peu populiste, évidemment, mais c'est juste que le côté péjoratif du terme est galvaudé à un moment donné par des gens qui ont pu... Ça fait partie des épithètes des gens qui ont plus d'arguments. Tu sais, il est d'extrême droite, il est populiste, comme il est d'extrême gauche. Là. On est rendu qu'on dit que tout le monde est de gauche. On relaxe, là, tant que ça, je suis de gauche. Moi, j'étais social-démocrate, tu sais. Alors, populiste, gauche, droite, extrême gauche. Arrêtons de virer au fou. Commençons par avoir des arguments, puis cessons d'utiliser ces épithètes-là. Ça, c'est un manque d'arguments, c'est un manque de... Comme disait ma mère, c'est un manque de génie. Monsieur Labombe, allez-vous solliciter un 5e mandat? On verra, comme dit le premier ministre. Ça dépend de quoi? On va voir comment les choses vont aller. Moi, j'ai des choses à livrer. Alors, si vous les livrez... Je ne sais pas, on va voir. On va voir comment je vais filer. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.